Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 27e semaine de 2025, la vie de l'Union aborde le début de la présidence danoise au Conseil de l'UE, la révision des objectifs environnementaux pour 2040 proposée par la Commission, les derniers jours de négociations sur les droits de douane avec les États-Unis et la possible affaire de financement illégaux de l'extrême droite européenne lors de la dernière mandature. Dans le club des 27, le gouvernement allemand hausse le salaire minimum, mais connaît ses premières frictions. La Pologne rétablit les contrôles aux frontières et l'obligation de la conscription des femmes au Danemark entre en application. Et chez nos chers voisins, le ton se durcit à l'égard des manifestations en Serbie. L'Ukraine se retire de la Convention d'Ottawa et se voit privée d'atouts dans sa défense antiaérienne, et l'opposition turque est sous pression. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Conseil de l'UE. Le Danemark prend la présidence du Conseil au 1er juillet. Comme tous les 6 mois, nous changeons de pays à la tête du Conseil de l'UE. Après un semestre sous la coupe du gouvernement polonais, le relais est passé mardi au Danemark. Le petit pays scandinave entend bien poursuivre la volonté polonaise de renforcer la sécurité de l'Union et de lutter contre l'immigration clandestine. Dans la foulée du sommet de La Haye, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, dévoile son intention d'engager l'Union dans l'objectif de dépenses de défense décidé dans le cadre de l'OTAN. Pour ce faire, le Danemark entend faire avancer les réformes et les discussions sur le plan Rearm Europe, désormais nommé Préparation 2030, notamment en réduisant les contraintes dans le cadre de l'Omnibus, qui veut alléger les procédures et la bureaucratie dans tout type de politique européenne. La première ministre danoise veut inciter les États membres à investir dans les industries de défense européennes, notamment par le programme SAFE et autres fonds européens non dépensés qui pourraient être requalifiés pour la défense, comme les fonds du fonds de cohésion. Sur les investissements de défense, Mette Frederiksen, au pouvoir depuis 2019, a fait passer les dépenses de défense d'1,32% du PIB en 2021 à plus de 3% en 2025, ce qui fait du Danemark l'un des pays les plus dépensiers dans sa défense du continent et un des meilleurs alliés de l'Ukraine. Le Danemark, allié assidu de l'OTAN, a désormais, a désormais changé son fusil d'épaule. Pas question de remettre en cause son engagement dans l'alliance transatlantique, mais désormais, le Danemark regarde davantage vers l'UE pour assurer une défense commune et une autonomie stratégique. Sur l'immigration, le Danemark est en première ligne avec l'Italie et l'Autriche pour demander une réinterprétation des textes de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont au total 9 États membres qui soutiennent l'initiative. Ce qui peut paraître surprenant venant d'une première ministre social-démocrate, mais ses expériences en tant que ministre du Travail, puis ministre de la Justice, entre 2011 et 2015, où elle a vécu la crise migratoire de 2015, a changé sa façon de voir les choses. Après la défaite de son parti en 2015, elle a fait le pari de renforcer l'État-providence pour préserver son électorat de gauche, mais aussi d'installer un discours sur l'immigration et l'intégration. Pari gagnant, elle a gagné les élections en 2019 et elle fait figure de grande favorite pour les élections législatives de 2026. Environnement, la Commission européenne présente sa proposition pour réviser les objectifs de 2040. Mercredi 2 juillet, la Commission européenne, par l'intermédiaire de Wopke Hoekstra, son commissaire au climat, a présenté la révision de ses objectifs pour 2040 avec plusieurs mois de retard. L'objectif initial était de parvenir à une diminution de 90% des émissions de CO2 par rapport à 1990 à l'horizon 2040, un objectif étant considéré comme le strict minimum par les scientifiques. L'objectif est maintenu,
la Commission européenne considérant que l'Union européenne est en bonne voie pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de 55% en 2030. Mais face aux critiques de certains États membres, l'exécutif européen a voulu intégrer des éléments de flexibilité pour élargir les options de réduction des émissions. On y retrouve le fait que des projets financés hors Union européenne pourraient être comptabilisés, que les secteurs en difficulté dans leurs efforts environnementaux pourraient être compensés par les secteurs les plus performants, et le nucléaire sera comptabilisé comme une énergie bas carbone. Malgré ces aménagements, difficile de croire que le texte emportera les faveurs des 27 et du Parlement européen. Même si la Commission a accepté de compter le nucléaire comme neutre technologiquement, la France ne se satisfait pas du texte et demande de se concentrer sur 2035. La Pologne, l'Italie, la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie se disent défavorables au texte. Pour l'instant, seuls 10 États sont favorables au texte, un texte final qui correspond plus ou moins à la vision allemande. Il faudra la majorité qualifiée des 27, c'est-à-dire 15 États, qui représentent 66% de la population de l'UE, pour que le texte soit validé au Conseil. Et au Parlement européen, il est encore moins sûr que le texte passe. La droite et l'extrême droite ont juré de tuer le pacte vert. Depuis le début de la nouvelle mandature, l'été dernier, la droite et l'extrême droite ont réussi à repousser la directive sur l'interdiction d'importation des produits issus de la déforestation d'un an et ont vidé de leur substance des textes tels que la loi de restauration de la nature et le devoir de vigilance. Mais le Parti populaire européen, le Parti des démocrates chrétiens européens, devra aussi faire très attention. Ses alliés qui lui ont permis d'installer le nouveau Parlement, les Verts, les sociodémocrates et les libéraux, pourraient voir d'un très mauvais œil l'enterrement d'un tel texte et remettre en cause le pacte de début de mandat. Malgré tout, le président du PPE, Manfred Weber, ne se dit pas prêt à voter le texte en l'état. Aussi, à la COP 21 à Paris, en 2016, l'Union européenne, et donc les 27, avaient promis de faire de l'Europe le continent champion de la transition écologique. À la COP 30 à Belém, au Brésil, cet automne, l'Union européenne devra présenter sa feuille de route. Si elle échoue à faire passer ce texte avant la COP 30, ce sera un très mauvais signe pour l'environnement au niveau mondial. International, lieu toujours dans l'expectative avec les États-Unis sur les droits de douane. Mardi 1er juillet, le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, se rendait encore une fois à Washington pour ce qui est la mission de la dernière chance. Au mois d'avril, Donald Trump avait annoncé le jour de la libération avec un tableau de droits de douane ciblant les pays qui, selon lui, profiteraient des États-Unis. Il avait infligé 25% sur l'aluminium et l'acier européen et 10% sur l'automobile et des droits universels à 20%. Pour les droits sectoriels, l'exécutif américain avait augmenté les droits de douane sur l'acier et l'aluminium à 50% et à 20% sur l'automobile le 3 juin, un moyen de mettre la pression sur ses partenaires commerciaux. Pour tenter de faire pencher la balance un peu plus favorablement pour les Européens, le commissaire européen a rencontré ses homologues Jamieson Greer et Howard Lutnick. Aujourd'hui, plane la menace de 50% de droits de douane universels sur les produits européens à partir du 9 juillet. De ce qui se dit chez les fonctionnaires européens, la Commission tenterait d'avoir un deal similaire à celui du Royaume-Uni, avec 10% de droits de douane universels, mais sans droits de douane sectoriels et sans menace de s'en prendre à l'avenir à des secteurs comme les produits pharmaceutiques ou les semi-conducteurs. La Commission garde ces deux plans de représailles qui s'élèvent à 21 et 95 milliards d'euros sous le coude. La Commission a rappelé qu'il était hors de question de toucher au DMA et au DSA. Finalement, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a laissé entendre que la deadline du 9 juillet serait probablement repoussée
mais n'exclut pas que les droits de douane annoncés le 2 avril, c'est-à-dire 20% sur tous les produits européens, s'appliquent si un accord échoue à être trouvé. Rendez-vous donc le 9 juillet pour savoir si les Européens échapperont aux droits de douane massifs. Parlement européen, le groupe d'extrême droite Identité et démocratie, accusé de dépenses et de dons illégaux et d'appels d'offres non conformes. Après avoir été visé par l'affaire des emplois fictifs des assistants parlementaires et la condamnation de Marine Le Pen en première instance à une peine d'inéligibilité, le RN a un nouveau dossier qui pourrait l'inquiéter. Suite à un audit du Parlement européen des comptes du groupe Identité et démocratie, groupe parlementaire auquel appartenait le RN de 2019 à 2024, un rapport de la Direction générale des finances, c'est-à-dire la partie purement administrative de l'institution, accuse, preuve à l'appui, que le groupe d'extrême droite a utilisé l'enveloppe parlementaire dédiée à son fonctionnement pour des dépenses qui ne rentrent pas dans le cadre de l'article 400 du règlement du Parlement européen qui couvre les frais de secrétariat, de réunion et de matériel, entre autres. Des dépenses qui s'élèveraient en tout à 4,3 millions d'euros, soit un montant semblable à ce qui était réclamé au Rassemblement national dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen, sauf que cette fois, c'est partagé avec ses partenaires de l'époque, l'AfD, le FPE, la Lega, le Vlaams-Belang, le PVV et encore quelques autres. Ils étaient en tout 10 partis membres. Premièrement, il est reproché à Identité et démocratie de n'avoir pas respecté les procédures sur les appels d'offres. On y retrouve les fantômes du Front National. En 2012, le Front National avait surévalué des kits de campagne pour percevoir plus de remboursements publics. Et ils impliquaient des proches de Marine Le Pen, comme Frédéric Chatillon et Axel Lousteau. Frédéric Chatillon, que l'on retrouve cette fois-ci, puisque le groupe Identité et démocratie aurait eu recours à une boîte de communication publique, Unanime, détenue par Sigilde Blanc, l'épouse de Frédéric Chatillon. Unanime aurait perçu près d'1,5 million d'euros dans le cadre d'un contrat de prestataire, en n'ayant même pas candidaté à l'appel d'offres. Le Parlement requiert une certaine mise en concurrence et les groupes parlementaires doivent démontrer la compétence et un prix qui correspondent au prix du marché. Le Parlement estime qu'Unanime n'avait d'ailleurs pas les capacités techniques ni la surface financière suffisante pour assurer ce contrat. Un contrat sous-traité par ETC Imprimerie, lui-même sous-traité à Sofag, ce qui laisse penser qu'il y a de possibles rétrocommissions à la clé. Une autre boîte de com, e-politique, dirigée par Paul-Alexandre Martin, proche des néofascistes italiens et des identitaires, est pointée du doigt pour les mêmes raisons. E-politique aurait touché 1,7 million d'euros en 5 ans. Deuxièmement, il est reproché au groupe ID d'avoir financé des associations dont l'action ne correspond pas à l'activité du groupe parlementaire. On y retrouve des financements à des associations d'aide et de bien-être animal, une amicale des pompiers, des sauveteurs en mer, mais aussi des associations anti-avortement, des associations de préservation du patrimoine catholique, ou encore un club étudiant catholique en Belgique. Des dons flirtent avec le clientélisme, mais aussi avec le renforcement de groupes de pression liés à l'extrême droite. Le Parlement européen reproche aussi à ID le fait que ces associations ne soient trop locales et ne peuvent pas avoir un impact européen. D'après l'ancien eurodéputé FN Bruno Gollnisch, ce système était en place depuis 2009. De leur côté, les anciens membres d'ID se défendent. L'ancien secrétaire général du groupe, le belge néerlandophone Philippe Claes, assure que toutes ces dépenses sont légales et que les comptes ont fait l'objet d'un audit de la part du cabinet indépendant RSM Belgium. Marine Le Pen entend bien défendre les comptes de son ancien groupe et justifier ses dépenses, mais elle en profite pour égratigner le Parlement, qu'elle juge en guerre contre ses oppositions. La Direction générale des finances du Parlement doit achever son rapport. Il se pourrait ensuite que l'Office européen de lutte antifraude récupère le dossier
et procède à une enquête administrative. Puis enfin, le bureau du procureur européen pourrait être chargé de recouvrer l'argent au nom de l'UE. Mais une question demeure. Le groupe Identité et démocratie ayant été dissous l'été dernier, qui devra payer? Les Patriotes pour l'Europe, qui a récupéré la plupart des membres d'ID? Une question qui trouvera sa réponse dans les prochains mois, voire les prochaines années. Passons désormais au club des 27. Allemagne, augmentation du salaire minimum et première friction dans la coalition. C'était une promesse phare des sociodémocrates, l'augmentation du salaire minimum, c'est désormais fait. Alors que le salaire minimum est aujourd'hui fixé à 12,82 euros de l'heure, il passera à 13,90 de l'heure en 2026 et à 14,60 de l'heure en 2027. C'était un des points que le SPD voulait absolument imposer dans le contrat de gouvernement avec la CDU. La décision a été annoncée vendredi 27 juin. Même si le montant n'atteint pas les 15 euros de l'heure promis, c'est un grand bond en avant. Une mesure qui a été arrachée de haute lutte, alors que du côté chrétien-démocrate, on redoutait l'impact sur la compétitivité des entreprises. Ce sont 6,3 millions d'Allemands qui verront leurs revenus progresser, principalement dans l'hôtellerie, la restauration et les services à la personne, où la syndicalisation est faible. Une hausse qui devrait compenser l'inflation qui a eu cours depuis le début de la guerre en Ukraine. Mais si le salaire minimum augmente, le gouvernement doit retarder une mesure phare de la droite cette fois, la baisse du prix de l'électricité pour les ménages. Contrainte budgétaire oblige, le gouvernement ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faudrait trouver 5 milliards d'euros pour éviter un déficit sortant des standards européens. Une baisse des prix qui s'appliquera d'abord aux agriculteurs et aux industriels. Que ce soit au SPD ou à la CDU, ce renoncement passe mal, puisque c'était une aide pour le pouvoir d'achat des ménages et qu'il faudra justifier le fait que le gouvernement a su trouver 1000 milliards pour ses investissements dans la défense et dans les infrastructures, mais est incapable de trouver 5 milliards d'euros pour compenser la suppression des taxes sur l'électricité. Pologne. Le gouvernement décide de rétablir les contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Mardi 1er juillet, le Premier ministre Donald Tusk annonce que la Pologne rétablira les contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie dès ce lundi 7 juillet. L'objectif annoncé est de réduire les flux non contrôlés. Il faut se rappeler que Donald Tusk avait été très échaudé par la décision du gouvernement Merz de renforcer les contrôles aux frontières et de mettre en place des refoulements au mois de mai, alors que la campagne présidentielle polonaise battait son plein. Donald Tusk rappelle qu'il est partisan d'une Europe de la libre circulation, sans frontières ni restrictions, mais que la décision de son voisin le contraint à le faire pour éviter toute asymétrie. Des refoulements qui ont conduit au retour de migrants sur le sol polonais. Les tensions entre l'Allemagne et la Pologne n'ont pas diminué, bien au contraire. Avant de prendre sa décision, Donald Tusk en a informé son homologue allemand. Friedrich Merz entend faire en sorte que les deux pays coopèrent pleinement. Le ministre de l'Intérieur allemand, Alexander Dobrindt, a proposé de créer des patrouilles communes pour la surveillance de la frontière. Une proposition rejetée par le ministre de la Défense polonais, Władysław Kosiniak-Kamysz. Le gouvernement polonais doit aussi faire face à un autre enjeu. Des milices d'extrême droite s'organisent pour contrôler la frontière, ce qui est strictement interdit par la loi. Concernant la Lituanie, le problème est différent. La Lituanie est victime de la guerre hybride russe et biélorusse qui consiste à envoyer des groupes de migrants à la frontière et à les inciter à traverser la frontière. Une fois entrés en Lituanie, ils ont pour objectif de se rendre en Europe centrale. Depuis le printemps, la Commission européenne autorise la Pologne à suspendre les demandes d'asile à l'est du pays.
La remise en cause de Schengen devra certainement faire l'objet de discussions approfondies au Conseil, tant les États membres se crispent sur le sujet. C'était d'ailleurs une des propositions de Friedrich Merz lors de sa nomination en tant que chancelier, notamment pour renforcer les frontières extérieures de l'UE. Danemark, la conscription désormais obligatoire pour les femmes. Depuis le 1er juillet, les Danoises qui atteignent la majorité sont désormais automatiquement intégrées au système de tirage au sort de celles et ceux qui devront effectuer leur service militaire. La coalition gouvernementale, ainsi que les Verts et les petits partis conservateurs, avaient voté en faveur du projet en avril dernier. Jusqu'ici, la participation des femmes était exclusivement sur base volontaire. Les femmes atteignaient déjà 24% des effectifs avant l'obligation, ce qui en fait l'armée la plus féminine dans l'UE. Le service militaire danois consiste en une série de tests médicaux, de tests psychotechniques et de tests de motivation en vue de leur participation au tirage au sort. Les personnes tirées au sort devront effectuer leurs 4 mois de service, une durée qui sera rallongée à partir de 2026 à 11 mois. Le gouvernement espère augmenter son nombre de conscrits par an de 40% pour atteindre les 6500 conscrits par an d'ici à 2033. Des conscrits qui s'ajouteront aux 9000 militaires professionnels de l'armée danoise. La menace russe serait la principale raison de l'obligation de conscription des femmes pour augmenter la dissuasion. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Serbie. Les manifestants se radicalisent et la répression s'intensifie. Samedi 28 juin, 140 personnes s'étaient réunies à Belgrade à partir de 18h, le plus grand rassemblement en Serbie depuis le mois de mars. Les Serbes demandent la dissolution du Parlement et le départ des partisans du parti présidentiel, le SNS, qui campe devant le palais présidentiel depuis le 12 avril. Les étudiants avaient même posé un ultimatum à 21h. Après ce délai, il ferait porter la responsabilité de la radicalisation des manifestants sur Aleksandar Vučić, qui n'a jamais fait reculer la répression depuis le début des manifestations. Le discours du président ne dévie pas d'un iota. Il n'entend pas céder, considérant que ces protestations sont téléguidées depuis l'étranger. À partir de dimanche, des barricades ont été mises en place. Les grands axes routiers de Belgrade étaient complètement bloqués. Des blocages qualifiés de terroristes par le président serbe. La police et la gendarmerie ont l'ordre de démanteler les barrages. Les manifestants ne montrent pas de résistance face à la destruction des barrages, mais s'arrangent pour en faire d'autres un peu plus loin et de les reconstruire une fois que les forces de l'ordre sont parties. S'installe alors un jeu du chat et de la souris qui finit par insupporter la police. Le mouvement s'est propagé au reste du pays dans la nuit de dimanche à lundi. La répression ne fait qu'augmenter depuis le début de la semaine. La Russie, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, menace les pays occidentaux s'ils venaient à soutenir une nouvelle révolution de couleur, ce qui semble indiquer le soutien sans faille de la Russie à Aleksandar Vučić. Pour l'instant, aucun risque de soutien européen. Emmanuel Macron a vendu des rafales à la Serbie il y a quelques mois, sans faire de référence aux protestations. La Commission européenne a conclu un deal avec la Serbie pour extraire le lithium à Jadar, un deal qui profite grandement à l'industrie automobile européenne et allemande en particulier. Vučić peut aussi compter sur le soutien sans faille de Viktor Orban. Un des symboles de la répression, c'est la pression mise sur le Exit Festival, le plus grand festival de musique du pays, qui accueille des stars internationales à des prix très compétitifs. Le gouvernement serbe pousse le Exit Festival à se trouver un autre pays d'accueil, alors que le festival est né à Novi Sad il y a 25 ans. Il a été l'un des symboles de la chute de Slobodan Milošević et il semblait incarner l'ouverture à l'Occident de la Serbie. Un festival qui a effacé peu à peu son symbolisme politique pour devenir un événement purement commercial, avec le soutien des télévisions d'État,
ce qui a été mal perçu. Aujourd'hui, le festival soutient les manifestants, mais les manifestants doutent de la sincérité des organisateurs, puisque l'État a grandement financé son organisation depuis une dizaine d'années. Le départ du festival symbolise aussi la liquidation du milieu culturel par le pouvoir. Ukraine. Le pays se retire de la Convention d'Ottawa. Dimanche 29 juin, le président Volodymyr Zelensky s'est résigné à signer un décret proclamant le retrait de l'Ukraine de la Convention internationale interdisant les mines antipersonnelles, autrement appelée Convention d'Ottawa. Le retrait doit être approuvé par le Parlement ukrainien, la Rada, puis ensuite l'Ukraine devra notifier sa décision à l'ONU. La Convention interdit l'emploi, le stockage, la production et le transfert de mines antipersonnelles. Le gouvernement ukrainien justifie cette décision par l'asymétrie du conflit que procure la Convention. La Russie n'a jamais signé la Convention et ne se prive pas de miner l'Ukraine depuis 2014. Ukraine encore, les États-Unis réduisent leur soutien matériel. Mercredi 1er juillet, les États-Unis annoncent qu'ils cessent la livraison de certaines armes à l'Ukraine. Les missiles antiaériens Patriot et Stinger, les obus anti-chars Hellfire ou encore les missiles de F-16. L'administration américaine justifie sa décision par une préservation des stocks nécessaires pour la défense américaine. Une décision soutenue par le sous-secrétaire du ministère de la Défense, Elbridge Colby, qui était déjà à l'œuvre lors du premier mandat de Donald Trump et qui avait fait en sorte que la Chine soit le principal centre de l'attention sécuritaire des États-Unis. Les munitions antiaériennes sont indispensables pour se protéger des attaques de missiles de croisière et de drones russes qui s'abattent sur les grands centres urbains ukrainiens. Une annonce qui tombe au pire moment, puisque la Russie ne cesse d'augmenter ses attaques aériennes depuis des semaines, faisant de nombreuses victimes civiles. Le mois de juin 2025 est celui qui a établi le record de drones russes lancés. Ils sont 5438 à s'être abattus sur l'Ukraine. Même si l'état-major ukrainien ne prévoit pas d'effondrement de sa défense, cela complique encore plus la tâche de la défense sur les lignes arrières. Les États-Unis promettent de continuer de soutenir l'Ukraine, mais on ne sait jamais avec Donald Trump, qui dit tout et son contraire en l'espace de 3 jours sur le dossier ukrainien. Une annonce dont s'est félicité le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a déclaré que moins il y avait d'armes fournies à l'Ukraine, plus la fin de l'opération militaire spéciale est proche. C'est un vrai défi pour l'Union européenne. Depuis le mois d'avril, le soutien européen a dépassé le soutien états-unien en Ukraine, alors que pour la défense aérienne, il n'y a que 2 dispositifs qui proviennent de l'UE sur les 8 présents en Ukraine. Et les industries européennes qui les fabriquent sont déjà à flux tendu et leur délai de production moyen est d'1 an et demi. Le recul graduel mais rapide des États-Unis ne peut pas être compensé par les Européens pour le moment. Ursula von der Leyen et Mette Frederiksen ont réagi en appelant les États membres à s'emparer des instruments financiers au plus vite pour accélérer le redressement de l'industrie de défense européenne. Elles ont tenu à rappeler le soutien de l'UE à l'Ukraine et sa détermination à adopter le 18e paquet de sanctions contre la Russie et pousser pour débuter les négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Donald Trump s'est entretenu jeudi avec Vladimir Poutine et il s'est dit déçu à l'issue du coup de fil. Vladimir Poutine a indiqué maintenir toutes ses revendications, c'est-à-dire la souveraineté pleine sur les 4 régions qu'elle occupe partiellement, l'abandon par l'Ukraine de la Crimée, la démilitarisation de l'Ukraine et l'interdiction pour elle de rentrer dans l'OTAN. Donald Trump s'est entretenu vendredi avec Volodymyr Zelensky, mais aussi Friedrich Merz. Donald Trump a promis à Volodymyr Zelensky de travailler sur une meilleure protection de son espace aérien. Et Friedrich Merz a proposé que l'Allemagne achète des missiles Patriot
et se charge de les livrer à l'Ukraine. Toujours pas de sanctions américaines contre la Russie à l'horizon, malgré les menaces répétées de Donald Trump. Turquie, vaste coup de filet contre l'opposition à Izmir et enquête contre un journal satirique à Istanbul. Mardi 1er juillet, les autorités turques ont annoncé l'arrestation de plus de 120 membres de la municipalité d'Izmir, troisième ville du pays, sur la côte ouest, un des bastions du Parti républicain du peuple, le CHP. L'ancien maire de la ville, entre 2014 et 2024, Tunç Soyer, et l'ancien président provincial, Şenol Aslanoglu, ainsi qu'une multitude d'anciens fonctionnaires de la municipalité, ont été arrêtés pour corruption et irrégularité. Le pouvoir s'en prend aussi au président du CHP, Özgür Özel, élu à la tête du parti en 2023 et réélu début 2025. Les autorités l'accusent d'achat de voix lors du congrès de 2023. Un moyen de faire taire l'opposant le plus brillant à Erdogan depuis l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu. Pour les 100 jours de la détention d'Ekrem İmamoğlu, un rassemblement était organisé pour le soutenir, principalement des étudiants. La police a dispersé la foule par la force. Jeudi, le maire de Manavgat était lui aussi arrêté. Des vidéos de pots de vin qui lui ont été versées ont tourné sur les réseaux sociaux. Le président du CHP a lancé une enquête interne et n'écarte pas d'exclure les fautifs pour s'en désolidariser. 3 nouveaux maires ont été arrêtés samedi à Adana, Antalya et Adıyaman. Ce sont tous des maires du CHP. Le plus grand parti d'opposition est plus que jamais affaibli par ce harcèlement judiciaire. Lundi 30 juin, le magazine satirique Leman était perquisitionné. La raison, un dessin représentant 2 personnages dans le ciel, l'un représentant Mohamed et l'autre Moïse. Les autorités ont considéré que le dessin représentait le prophète Mahomet. Un prétexte pour tenter de faire taire une revue qui tourne en dérision le pouvoir depuis des décennies. Un dessin qui voulait rendre hommage aux victimes du conflit israélo-palestinien. Des partisans du pouvoir sont venus manifester devant les bureaux de la revue pour menacer directement les employés. Le procureur général lance une enquête pour dénigrement des valeurs religieuses. C'est une revue qui s'est toujours moquée de l'AKP et d'Erdogan. Encore une bonne raison pour le pouvoir de saisir l'opportunité de faire taire des voix critiques. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 27e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.